Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité David Amiel, qui est député Ensemble pour la République, député de Paris. David Amiel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Discours de politique générale de Michel Barnier. Demain c'est votre rentrée à l'Assemblée nationale. Hein. Quoique vous êtes membre de la Commission des Finances. Oui, on a commencé à rentrer il y a quelques semaines. On a eu les premières auditions des ministres sur le budget. Oui, tiens, je vais revenir sur le budget, David Amiel. Mais qu'attendez-vous du discours de Michel Barnier demain ? Vous savez, le gouvernement qui a été constitué n'a pas pu être un gouvernement d'union républicaine. Moi, je le regrette. Je pense que dans les circonstances, on aurait dû avoir un gouvernement qui allait de la gauche républicaine à la droite républicaine, en passant par le bloc central. D'abord parce que c'est ce qui aurait été conforme aux résultats des élections législatives, et puis ensuite parce que c'est ce qui aurait permis d'avoir le socle pour avoir des grandes réformes un peu comme celles qu'on avait eues en 1945 ou en 1958. Ça n'a pas pu être le cas parce qu'on a un système politique qui est immature, qui est complètement obsédé par l'élection présidentielle de 2027. Et donc la première chose... Darmanin encore hier. Hein, la première chose que j'attends du discours de politique générale, c'est qu'à défaut d'avoir eu un gouvernement d'union républicaine, on ait une politique d'union républicaine. Et la deuxième chose que j'attends de ce discours de politique générale, c'est qu'on ait des annonces précises, concrètes, parce que je crois que rien ne serait pire que de congeler la vie politique pendant 3 ans. On a beaucoup d'urgences en France, depuis le logement jusqu'à la question sécuritaire. On a besoin d'avoir un agenda de réforme. Ah, ça me plaît. Des annonces concrètes, ça me plaît. Ça me plaît quand on est concret. Y a-t-il des lignes rouges à ne pas franchir ? À vos yeux. Quelles sont-elles ? Non, mais davantage que des lignes rouges, d'abord, il y a des choses à faire. Il y a des lignes vertes, si je puis dire. Bon, donc, alors commençons. Que demandez-vous à Michel Barnier. Vous êtes député Ensemble pour la République. Que lui demandez-vous ? La première chose, parce que ça va être le premier texte qui va être discuté, c'est évidemment le budget. Donc c'est qu'on puisse avoir un discours précis, clair sur la manière de rétablir nos finances publiques sans augmenter massivement les impôts. Parce qu'on sait tous que ce n'est pas la solution. Vous êtes contre toute hausse d'impôts ? Je suis contre les hausses massives d'impôts. Pourquoi ? Parce que... Non, mais ça veut dire quoi, ça ? Parce que je voudrais que les auditeurs comprennent. Les hausses massives, je vous le dis très clairement. Est-ce qu'il faut augmenter l'impôt sur le revenu ? Non, j'y suis hostile. Est-ce qu'il faut augmenter les charges qui pèsent sur les entreprises ? Non, j'y suis hostile. Quelle que soit l'entreprise. Quelle que soit l'entreprise, parce que ça détruit même les grandes de l'emploi. Entreprises. Bien sûr, parce que si les grandes entreprises qui ouvrent par exemple des usines de batteries électriques dans le nord de la France vont les ouvrir en Allemagne ou pire en Asie, ça nous fera une belle jambe pour l'emploi et pour l'attractivité du pays. Vous dites au gouvernement, c'est pas ce que dit Michel Barnier. Michel Barnier dit qu'il va mettre à contribution les très grosses entreprises en augmentant l'impôt sur les sociétés. Oui, je suis contre fragiliser. Vous êtes contre l'augmentation de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises ? Oui, je suis contre l'augmentation de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises pour 2 raisons. La première, parce que je ne crois pas que ça puisse être temporaire. Notre histoire montre que les impôts qu'on dit temporaires perdurent toujours. Et pour une raison simple, parce que le déficit qu'on a aujourd'hui n'est pas un déficit temporaire, exceptionnel. C'est un déficit permanent. Et donc je ne crois pas que vous allez enlever en 2026 des impôts que vous augmenteriez en 2025. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a besoin de nos champions nationaux. On a besoin de nos grandes industries françaises. On a besoin de les développer, pas de les fragiliser dans la mondialisation. En revanche, est-ce qu'il y a des réformes possibles en matière fiscale ? Bien sûr. Bien. Vous allez me dire quelles sont les réformes à faire. Vous êtes membre de la Commission des Finances, membre Ensemble pour la République. Vous allez me dire quelles sont les réformes à engager pour améliorer, évidemment, les finances de l'État, le budget de l'État. Bien. Mais David Amiel, je vais être précis. Les hauts revenus, doivent-ils payer plus d'impôts ? On a un problème spécifique sur les ultra-riches. Les milliardaires qui ont beaucoup de moyens de contourner aujourd'hui l'impôt, d'optimiser par différents mécanismes, ce qui fait que certains arrivent à payer beaucoup moins d'impôts que les classes moyennes. On a même des cas où on a seulement 2% de leurs revenus réels qui sont mis en impôts. Ça, c'est un scandale. On a, vous le savez, un bouclier fiscal. C'est un montant maximum d'impôts qu'on peut demander aux plus riches. Eh bien, moi, je suis pour créer un filet fiscal, c'est-à-dire s'assurer qu'ils payent un montant minimum d'impôts pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus dans le système. Je crois qu'il faut pouvoir mettre ça en place. Comment fait-on un filet fiscal ? Expliquez-nous concrètement. C'est s'assurer que quand on prend l'ensemble des déclarations d'impôts des ultra-riches, on parle là de personnes qui ont des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros de patrimoine, eh bien que ça n'atteigne pas des montants dérisoires, comme ça peut être le cas par les mécanismes d'optimisation fiscale
local. Je crois qu'il faut qu'on puisse travailler dessus. Donc on met un montant minimum d'impôt, un plancher, exactement, voilà. Comme le bouclier fiscal était un plafond. Un montant minimum d'impôt. Exactement. Bien, c'est intéressant. Hausse des taxes sur les successions ou pas? Est-ce qu'il faut augmenter les taxes sur les successions? Il y a un débat. Je ne crois pas à l'augmentation générale des taxes sur les successions. Je pense même qu'il y a beaucoup de personnes sur lesquelles il faudrait les réduire. Je pense en particulier à la classe moyenne. Je pense aussi aux successions en ligne indirecte. Vous savez, quand vous avez une succession qui vient d'un oncle, d'une tante, les successions vers les petits-enfants, elles sont aujourd'hui très lourdement taxées. Je pense qu'il faudrait les réduire. Est-ce que, en contrepartie de cette réduction, pour la financer, on peut s'intéresser à nouveau aux héritages des plus riches? Oui, c'est un débat légitime. On l'a eu en commission des finances d'ailleurs la semaine dernière. Oui, je sais. C'est la raison pour laquelle je vous en parle. Augmentation de la taxe sur les factures d'électricité, c'est ce qu'on dit? C'est ce que j'entends? Je crois qu'il faut être extrêmement prudent là à nouveau sur cette question-là. D'abord parce que on a évidemment un problème de pouvoir d'achat. Michel Barnier là, pas d'augmentation de la taxe sur les factures d'électricité. Je crois qu'il faut que les factures d'électricité baissent pour les Français en janvier. Non à une augmentation de la taxe. Il faut que les factures d'électricité baissent pour les Français en janvier dernier. Je pense que ça doit être l'objectif du gouvernement. D'abord parce qu'on a traversé une période inflationniste très dure. Et puis ensuite parce que on a, vous le savez, un discours sur la transition énergétique, l'électricité propre en France. Il faut évidemment permettre aux gens d'y avoir recours. Bien. Dites-moi, il y a aussi un autre sujet. J'ai vu baisse des aides à l'apprentissage. Oui, ça je crois. Oui, c'est bien ça, de baisser les aides à l'apprentissage? Je crois qu'il faut en tout cas réviser les aides à l'apprentissage. Oui, autant il faut évidemment continuer à soutenir les aides à l'apprentissage, notamment dans le secondaire, dans le secteur professionnel. Autant avoir des aides à l'apprentissage massives pour des étudiants à l'université qui vont dans des grandes entreprises. Là, je crois qu'on a dépensé trop d'argent public et qu'il y a des pistes d'économie. Bien, rétablissement de taxe d'habitation, il n'en est pas question. Non, c'est un impôt injuste qui pesait sur les classes moyennes des villes pauvres. Et TVA à 20% dans la restauration non plus, il n'en est pas question. Non, je crois que ce serait pas raisonnable. Oui, ce serait pas raisonnable. Bon, écoutez, vous nous donnez des informations. Vous attendez avec impatience ce que va dire Michel Barnier, j'imagine. Sur le budget, il va falloir baisser les dépenses aussi. Tout à fait, c'est même la priorité. Et oui, c'est la priorité, mais comment faites-vous? Où allez-vous chercher l'argent? Est-ce que, par exemple, on touche au budget de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, de la Justice, des armées? On n'y touche pas. D'abord, je voudrais, juste pour redonner un peu les ordres de grandeur, combien d'argent on va aller devoir trouver? C'est à peu près 110 milliards d'euros pour simplement stabiliser la dette. Pas en une année, je vous rassure, sur plusieurs années. Mais c'est quand même important. 110 milliards sur 3 ans? Sur plutôt 7 ans, nous disent les économistes, mais c'est très important à dire. 110 milliards d'euros, c'est plus que la totalité de l'impôt sur le revenu. Donc ça montre bien que d'aller chercher ça par des hausses d'impôts, c'est intolérable. Ce serait ou bien matraquer les classes moyennes et les envoyer tout droit vers le Rassemblement national, ou bien matraquer les entreprises et les envoyer tout droit en Chine. Donc il faut évidemment réduire nos dépenses publiques. Ensuite, vous mentionnez l'État. Il faut que tout le monde s'y mette. L'État, les collectivités locales et les transferts sociaux. Quand on regarde ce qui se passait il y a 30 ans, l'État dépensait à peu près autant qu'aujourd'hui en part du PIB. En revanche, ce qui a beaucoup augmenté en France, c'est les transferts sociaux, d'une part, et dans une moindre mesure, les collectivités locales. On a un effort à faire du point de vue de l'État, c'est très important. Il y a aussi un effort à faire du point de vue des collectivités locales et des transferts sociaux. Bien. L'AME, on y touche ou pas? Non, moi je suis hostile à la transformation de l'AME en aide médicale d'urgence. Je précise juste que ce n'est pas du tout un débat budgétaire. Les dépenses de l'AME sont dérisoires, donc c'est un débat politique sur la question migratoire. Un rapport a été établi par Patrick Stefanini, qui vient de la droite, qui est réputé pour être très ferme en matière migratoire et qui dit très bien que l'AME ne contribue absolument pas à alimenter les flux migratoires en France. Vous ne voterez jamais une transformation de l'AME en AMU? Non, je voterai contre si elle était proposée par le gouvernement. Vous voteriez contre. Bien. Est-ce que Michel Barnier a eu raison de recadrer votre collègue Antoine Armand, qui est aujourd'hui ministre des Finances, de l'économie, pardon. Il y a eu beaucoup de confusion dans cette journée de mardi dernier. C'est votre ami, Antoine Armand, je le dis. On a des liens effectivement d'amitié avec beaucoup d'ailleurs de députés du groupe Ensemble pour la République. Ça ne surprendra. Ça ne surprendra personne. Je précise. Non, mais je crois qu'il faut pas être confus sur ce débat-là. Je crois qu'on peut parler avec, et il faut d'ailleurs parler avec tout le monde, avec tous les élus, mais en revanche, on ne négocie pas avec n'importe quel parti. Est-ce que les élus du Rassemblement national de la France insoumise doivent être reçus dans les ministères, à Bercy en l'occurrence, pour avoir les mêmes informations que les autres députés? Bien sûr, et d'ailleurs c'était déjà le cas les années précédentes. Ils étaient reçus par Bruno Le Maire et par Thomas Cazenave. En revanche, est-ce qu'on doit négocier
le programme, le fond avec le Rassemblement national ou avec la France insoumise, en aucun cas. Et en ce sens, le coup de fil de Michel Barnier à Marine Le Pen a créé une ambiguïté. Donc je pense qu'il est très important que le gouvernement... Je pense qu'il a créé une ambiguïté, donc c'est très important que le gouvernement... Est-ce qu'il a eu tort? En tout cas, il est très important que le gouvernement puisse, dans les jours qui viennent, clarifier... Dites-moi franchement, est-ce qu'il a eu tort ou pas? Mais je crois que le gouvernement a d'abord tort de ne pas clarifier sa relation de travail avec le Rassemblement national. S'il s'agit de négocier avec le RN, alors je pense qu'effectivement, c'est une faute lourde. On ne négocie pas avec le Rassemblement national ou avec la France insoumise. Michel Barnier, faute lourde, il a appelé Marine Le Pen, faute lourde. Je crois que l'erreur du gouvernement, je vous le redis, est d'abord de ne pas clarifier la manière dont il bosse avec le RN et LFI. Vous ne répondez pas. S'il a appelé Marine Le Pen, c'est bien qu'il se sentait coupable. Michel Barnier, c'est un acte de soumission ou pas? C'est pour ça que moi, ce que j'aurais voulu, c'est que mardi dernier, le gouvernement, Michel Barnier, les porte-paroles du gouvernement précisent bien qu'il ne s'agira en aucun cas de négocier la déclaration de politique générale, le budget, les projets de loi avec le RN ou avec LFI. De ne pas avoir précisé, c'est faute lourde. C'est une erreur de ne pas l'avoir précisé, on a besoin qu'il le clarifie, oui. Oui, vous avez besoin qu'il le clarifie, parce que c'est pas très clair pour vous, les rapports entre le gouvernement Barnier et le Rassemblement national. Non, c'est pour ça que je crois que ça a créé beaucoup de confusion et tous les débats que vous mentionnez cette semaine. C'est la raison pour laquelle, David Amiel, vous hésitez à soutenir le gouvernement? Vous avez un doute? Est-ce que vous avez un doute sur le gouvernement? Moi, ce que je voudrais d'abord, c'est que ce que veut ce gouvernement, sur les choix de ce gouvernement. Je vais revenir à ce qu'a dit Bruno Retailleau hier soir. C'est pour ça qu'on attend aussi avec impatience la déclaration de politique générale et que je vous disais qu'elle devait être concrète. Effectivement, donc votre soutien n'est pas acquis automatiquement. Mon soutien au projet de loi du gouvernement n'est évidemment pas acquis automatiquement. Je me prononcerai en âme et conscience, conformément d'ailleurs à ce que j'ai défendu auprès de mes électeurs. Moi, je crois que c'est très important, évidemment, de ne pas jouer la politique du pire. On a besoin d'avoir un gouvernement qui tienne dans la durée, qui présente un budget au pays qui soit adopté. On est dans une période où il y a des tensions financières budgétaires très importantes. En revanche, évidemment, on ne peut pas soutenir tout et n'importe quoi. Et donc, c'est très important qu'on ait une clarification sur un certain nombre de points majeurs. Ça veut dire, David Amiel, que vous reprochez à Michel Barnier ce coup de fil à Marine Le Pen. Est-ce que vous reprochez à Bruno Retailleau d'avoir dit « l'immigration, ce n'est pas une chance pour la France » ? Oui, tout à fait. Bruno Retailleau n'est plus un sénateur d'opposition. Il est ministre de l'Intérieur. Et donc, ce qu'on attend de lui en cette qualité, ce ne sont pas des provocations, ce sont des propositions. Quand on dit « l'immigration n'est pas une chance pour la France », qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire « aucun immigré n'est une chance pour la France » ? J'imagine que non. Sinon, Bruno Retailleau irait nous expliquer qu'il compte expulser les aides à domicile. C'est le discours du RN. Laissez-moi finir, Jacques Bourdin. Oui. Est-ce que Bruno Retailleau va nous dire qu'il va expulser les aides à domicile étrangères, les travailleurs des EHPAD étrangers, les ouvriers du BTP étrangers? Bon, j'imagine que non. Donc, en réalité, j'essaye d'interpréter. J'imagine que ça veut dire qu'il faut mieux contrôler l'immigration régulière, qu'il faut lutter contre l'immigration irrégulière, qu'il faut expulser les étrangers délinquants. Mais dans ce cas-là, ce qu'on attend de lui, c'est plutôt des propositions concrètes sur la manière d'obtenir davantage de laissez-passer consulaires, sur la manière d'avoir un meilleur taux d'exécution des OQTF, et non pas des propos qui sont honnêtement blessants, insultants pour de très nombreux immigrés en France, pour de très nombreux descendants d'immigrés. Et là, pour le coup, je voudrais citer... évidemment, beaucoup d'immigrés ou de personnes qui viennent de familles immigrées qui ont beaucoup donné pour le pays peuvent se sentir blessés ou insultés. Et là, je voudrais citer Michel Barnier. Il a dit qu'on avait besoin de plus d'action et de moins de communication de la part du gouvernement. Je partage complètement et je crois que ça s'applique aussi à monsieur Retailleau. Est-ce que Bruno Retailleau parle comme le RN ? Bruno Retailleau doit surtout agir. Je crois que c'est ça qu'on attend du ministre de l'Intérieur. Il veut agir. Vous savez comment? Vous savez ce qu'il a dit? Il veut agir. Par exemple, les centres de rétention, 90 jours aujourd'hui, avant d'être expulsé. Quand on est en centre de rétention, il veut passer à 180 jours. Vous êtes d'accord ou pas? Ça, c'est un débat légitime. Je trouve que d'avoir un débat, effectivement, sur la période de rétention dans les... On l'avait d'ailleurs déjà eu lors de la mandature précédente. On avait déjà d'ailleurs étendu la période de rétention en centre administratif. Est-ce qu'il faut pouvoir ou pas l'étendre? Est-ce qu'il faut du coup construire davantage aussi de centres de rétention administratifs pour pouvoir accueillir davantage de personnes? Ça, oui, je crois que c'est un débat tout à fait légitime. Il faut justement que sur l'immigration, on sorte des postures et des positions idéologiques pour pouvoir être concret et précis. Je crois que notre pays a trop pâti justement de
ce théâtre un peu permanent sur cette question-là et de l'impuissance des pouvoirs publics. Gérald Darmanin a réussi à obtenir des résultats importants grâce à sa loi immigration. On a eu, vous vous rappelez, des débats enflammés sur cette question-là. N'empêche qu'on voit depuis le début de l'année des augmentations considérables des éloignements d'étrangers en situation irrégulière. Il faut qu'on puisse continuer à travailler en ce sens. Bien, David Amiel, autre question, la double peine. Bruno Retailleau s'est aussi prononcé hier soir. Il est favorable au rétablissement d'une double peine. De la double peine, vous aussi ? C'est surtout que c'est déjà le cas, puisque aujourd'hui, et c'était précisément le sens de la loi immigration, on a levé un certain nombre de barrières qui empêchaient l'éloignement d'étrangers délinquants. Donc c'est là où je crois qu'on a besoin d'avoir des choses plus précises. C'est dommage, la question ne lui a pas été posée sur le droit du sol, parce que j'aurais aimé connaître sa position sur le droit du sol à Bruno Retailleau. Je ne sais pas ce que vous pensez. Il est très à droite, Bruno Retailleau. Est-ce que c'est un gouvernement très à droite, David Amiel, à vos yeux ? C'est là où il est difficile aujourd'hui de vous répondre, puisqu'on n'a pas encore entendu la ligne globale du gouvernement. Moi, je veux vraiment donner toute sa chance à ce gouvernement. On sait qu'il y aura des personnalités. Vous êtes prêt à le censurer s'il le faut ? Je me projette pas du tout là-dedans. On a un gouvernement qui vient de se constituer. On a des premiers jours des gouvernements dont on sait qu'ils peuvent toujours être compliqués. On a une déclaration de politique générale demain. Je vous l'ai dit, on aura des personnes qui sont évidemment d'une droite dure au gouvernement. La question est de savoir quelle va être la ligne globale du gouvernement. Il est très important qu'il puisse être celui de l'Union républicaine à laquelle je crois beaucoup de Français aspirent. Oui, il y a des lignes rouges pour vous, c'est clair. Vous ne voterez pas, j'imagine, la censure de la gauche à la fin de la semaine. Non, je vous le confirme. Bon, oui, j'imagine. Sur l'assurance chômage, la réforme est suspendue et je pense qu'elle va être enterrée, vous le regrettez ? Je crois qu'on a besoin de continuer évidemment à réformer l'assurance chômage. Ensuite, il est vrai qu'on est dans une période économique difficile, puisqu'on voit que la croissance a ralenti cette année, que les prévisions sur l'année prochaine ne sont pas très optimistes. Donc pour le coup, que l'on réfléchisse à l'assurance chômage dans ce nouveau contexte économique-là ne me paraît pas du tout choquant et tout à fait légitime. En ce sens, je crois que le gouvernement a la bonne méthode. Bien. Marine Le Pen, devant la justice, est-ce que vous souhaitez qu'elle soit rendue inéligible ? Je n'ai rien à souhaiter sur une décision de justice. Moi, je souhaite que la décision de justice, elle ne soit pas politique et qu'elle soit rendue en droit. Je pense que c'est très, très important de ne pas mélanger les deux. Est-ce que c'est un procès politique, comme elle dit ? Est-ce que c'est un procès, est-ce qu'il y a une volonté de l'écarter de la future présidentielle? Non, ce n'est pas un procès politique. Et vous savez, tous les partis ont été concernés par des procès de ce genre. On avait d'ailleurs eu celui du MoDem il y a quelques mois. Donc absolument pas. C'est une pratique courante dans les partis. En revanche, moi je... C'est une pratique courante dans les partis. Non, c'est pas une pratique courante dans les partis. C'est simplement... C'est ça, non ? C'est simplement que la justice se prononce de manière indépendante. Maintenant, justement, je respecte ça. Et moi, je crois qu'il est très important pour des élus comme nous de ne pas commenter, de ne pas faire de pression et de bien séparer ce qui relève du débat public et ce qui relève de questions judiciaires. J'ai une dernière question. Qui doit présider le Renaissance, Ensemble pour la République ? On aura un débat dans les prochaines semaines. On ne connaît pas encore la date du congrès. Moi, plus que la question de la personne, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on est, vous êtes favorable. Mais je sais pas, Gabriel Attal. Laissez-moi finir à nouveau, Jean-Jacques Bourdin. Je pense que c'est très important qu'on ait un débat d'idées parce que dans le parti, on en a trop peu eu ces dernières années. Je crois que c'est très important qu'on puisse se saisir de la période pour aussi comprendre les raisons de notre échec. D'abord d'un semi-échec lors des élections législatives de 2022, puisqu'on avait obtenu qu'une majorité relative, et puis de notre échec lors de la dissolution en 2024. En 2017, on avait un électorat de travailleurs, d'actifs. On a en 2024 un électorat qui est plutôt concentré sur des retraités aisés, cimentés par la peur du Rassemblement national et de la France insoumise. Et avec des actifs qui sont partis dans les grandes villes vers la gauche et dans les villes petites, moyennes et les campagnes vers le Rassemblement national. Je crois que c'est une question très lourde, très profonde qui nous est posée. Comment est-ce qu'on renoue avec cette France du travail ? Gabriel Attal en avait parlé au moment des classes moyennes. Gérald Darmanin est revenu sur cette... Vous allez soutenir, vous, Gabriel Attal ? Gabriel Attal a eu raison de poser cette question des classes moyennes. Je pense que ça doit être en tout cas au cœur du débat du parti.
il ne s'est pas prononcé, il ne s'est même pas présenté comme étant candidat. Je crois que ce qui est surtout très important, mais à nouveau, ce qui est important, c'est qu'on ait des candidats à la tête du parti qui nous présentent leurs idées, leur programme. Parce que qui pourrait être candidat? Mais je vais pas, à ma place, annoncer des candidats. Ce serait quand même étrange. À nouveau, je pense qu'il faut surtout qu'on puisse avoir un vrai débat, qu'on n'ait pas de tabou, qu'on ne cache pas aussi les échecs des dernières années. On est dans ce moment-là. Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, je vous donne des noms, moi. Ah bah, je connais ces noms, vous leur poserez la question, c'est certainement pas à moi de révéler telle ou telle candidature. Ce serait quand même un peu étrange, Jean-Jacques Bourdin. J'ai une dernière question, vu l'actualité internationale. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron est trop silencieux après la mort de Nasrallah? Non, je crois sur l'action israélienne? Non, je crois pas qu'Emmanuel Macron soit trop silencieux. On lui fait d'ailleurs souvent le reproche contraire. Donc vous voyez, quoi que fasse le président de la République, on arrive à trouver que parfois il parle trop, parfois pas assez. Je crois qu'il est dans son rôle de chef d'État. Est-ce que Israël doit stopper maintenant ses opérations au Liban? Bon, écoutez, ne comptez certainement pas sur moi pour regretter l'élimination d'un chef terroriste qui avait sur ses mains le sang non seulement de civils israéliens, mais de nombreux Libanais et de nombreux Français. À la fois d'ailleurs ceux qui avaient été assassinés, nos militaires au Liban, et puis de nombreux civils aussi en France, avec des attentats qui avaient été soutenus dans les années 80 par le Hezbollah. En revanche, je crois que c'est effectivement très important que les frappes israéliennes épargnent les vies civiles libanaises. Je crois que c'est surtout ça la question qui est aujourd'hui posée, mais nous sommes dans cette situation-là, difficile, compliquée, et je fais confiance au chef de l'État. Bien, merci David Amiel. Merci à vous. 8h57, Patrick Roger, après les infos de 9h, sera avec vous. Merci de nous avoir accompagnés ce matin.